Mathieu. Salut. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. On peut se tutoyer vu qu'on se connaît, on le verra à la suite de l'interview. Et qu'on n'a pas 72 ans, avec plaisir. Il fait un temps radieux sur Paris, l'heure où est la journée où on te reçoit. Les esprits semblent plonger subtilement dans la légèreté. Quoi de mieux finalement que de passer par chez nous aujourd'hui pour parler de Narvalo, mais pas que. Dis-moi. Alors, la première question, c'est justement... Quel est le vêtement qui te va le mieux entre celui de Mathieu Longat dans La Ville et celui de Bonjour Tristesse dans tes vidéos? Est-ce que c'est la même personne? Sur le fond de l'idéologie, ouais, c'est pas loin d'être la même personne. Après, dans l'énergie, je suis plus proche du Mathieu Longat de La Ville. Il y a des gens qui me reconnaissent pas dans la rue juste parce que je suis souriant et qu'ils ont l'habitude de me voir que sourcils froncés. Mais voilà, dans l'énergie, c'est plus Mathieu Longat et dans l'idéologie, c'est assez proche de moi. Bonjour Tristesse. Ouais. Il y a un côté révolutionnaire, un peu prise de parole, peut-être pas révolutionnaire, mais prise de parole assez engagée, assez virulente. C'est l'idée de départ avec laquelle tu écris tes textes. L'idée de départ, c'est d'affirmer une subjectivité un peu assumée et en tout cas d'être sincère et sans calcul à une époque où la plupart des artistes ils calculent. Et c'est vrai que l'engagement à notre époque, particulièrement avec la manière dont le public a évolué, t'es jamais gagnant parce que dès que tu prends un parti, tu perds des gens en fait. Et on est pas mal à une époque où les gens ils veulent être en adhésion à 100% avec tout ce que tu penses. Donc en gros, j'ai une rotation absolument historique sur ma chaîne Bonjour Tristesse. je gagne 3 personnes, j'en perds une quoi. C'est-à-dire la rotation historique C'est-à-dire que je veux dire, en général, les chaînes, les gens ils prennent surtout des abonnés. Moi j'en perds quasi à chaque prise de parole. Je crois que c'était Desporuti qui avait écrit à chaque punchline, je perds un fan. Et je suis clairement dans cette définition. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, notamment sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un public qui fait la jonction entre Twitter, Instagram et qui va notamment voir tes spectacles? On en parlera plus tard dans l'interview. Ouais, clairement. Alors Twitter, c'est un réseau social encore un peu plus particulier où je pense que en gros, pour être sur Twitter en tant qu'artiste, il faut ou pas avoir d'ambition ou être complètement con. J'espère être dans la première catégorie parce que tu n'as rien à gagner sur Twitter. Faut savoir, tu vends pas un ticket, personne fait d'écoute sur tes sons. Bref, c'est du suicide total. Mais j'aime bien avoir cet espace de risque. Enfin, je considère que dans l'art, il faut essayer de pas avoir d'ambition. Parce que c'est nécessaire. Mais après, oui, il y a un fond de... En fait, j'ai un public très, très varié, très différent, mais avec un cœur de bienveillance un peu commun. Et on le retrouve ça dans mes salles, où il y a des gens très, très différents. Où sur le papier, ils n'ont rien en commun, mais en vrai, quand ils se parlent, il y a un truc qui les rejoint, quoi, de bienveillance. Et peut-être un peu de l'amour de l'humain et de l'engagement, et d'un peu de dégoût de notre époque aussi, peut-être. Alors, on parle de cancel culture, de culture woke. Est-ce qu'on peut dire que tu es un des visages qui incarne l'anti-culture woke ou l'anti-cancel culture? Non, je crois pas. Moi, j'ai un peu je suis pas tout ce qui se passe dans le militantisme, mais moi, à la base, j'ai une vision assez juridique des choses. Je me bats pour l'égalité entre les humains. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un prisme assez neutralisant que plus de gens devraient employer parce que à se cliver dans la lutte entre guillemets ou dans l'engagement, alors qu'en vrai c'est un très bon repère, l'égalité pour tous, tu vois. Ouais. Mais du coup, moi je sais pas, j'ai l'impression de neutraliser un peu ça. Moi, ce qui m'embête, c'est quand des humains ils ont pas les mêmes chances que les autres parce qu'on m'a appris à l'école et dans la Bible notamment que c'est injuste. Et voilà quoi. Tu partiras jamais en vacances avec Jean-Michel Blanquer, quoi. Impossible. Ah non, impossible. Même s'il a l'air de faire des bonnes fêtes à Ibiza et que doit y avoir 2-3 ambiances chez Jean-Mich, non, j'ai peu de chance. Alors, on va tout dire aux milliards de personnes qui regarderont sans doute cette interview. Tu m'as dirigé dans Narvalo et j'aime bien voir ton retour. Et je dois te dire que l'exercice de réalisateur, moi, d'après ce que j'ai vu, d'après mon prisme, est complexe. Il y a d'un côté de la diplomatie et de l'autre côté un peu de l'exigence intense et en même temps patiente. C'est une alchimie qui est très compliquée à réaliser. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que tu te définirais et j'en profite pour te féliciter parce que la saison 2 est excellente. Je vous invite d'ailleurs à la voir. C'est gentil, merci beaucoup. T'es très bien dedans. Après, en fait, c'est un compromis qui est lié au timing aussi. C'est-à-dire qu'on a un timing très serré sur Narvalo et tout le monde a gagné à la fin, être content du résultat. Donc des fois, il faut faire comprendre. Et puis, il y a pas sur Narvalo, le truc, c'est que chaque jour, on fait un épisode et si on loupe une journée, on perd l'épisode. Donc des fois, tu es un peu obligé de... Les gens n'ont pas le temps d'assimiler. C'est pas comme quand tu passes 20 jours sur un tournage avec les mêmes acteurs. Là, tous les jours, il faut leur faire comprendre qu'en fait, frère, si on perd du temps, il y aura juste pas ton épisode, il sera juste pas diffusé parce qu'il va pas exister. Et du coup, oui, il y a un truc de rappel du temps parce que les timings... on fait un épisode en 2 jours, donc c'est des timings absolument dégueulasses. Et après, effectivement, il y a ce compromis-là où...
à vouloir accélérer le temps, etc. Ou en s'énervant, tu peux perdre des acteurs parce que tu peux leur faire perdre confiance et ce qui n'est pas du tout le but. Donc ouais, il y a un petit peu un espèce de compromis pédagogique à faire en sorte que l'épisode puisse avancer sans perdre quelqu'un en le stressant trop ou en le mettant au porte-à-faux dans l'équipe, etc. Ouais. C'est un peu ce qu'on se disait d'ailleurs avant de tourner cette interview en off, comme on dit. On dit souvent que cette série, c'est une série de banlieusards, alors que pas trop finalement en fait. C'est aussi, en fait, c'est une série. Alors c'est un mot un peu valise, c'est une expression un peu valise, mais c'est une série qui peut vraiment parler à tous avec des langages qui ne sont pas des codes de langage spécifiquement liés en fait aux banlieues. Non, c'est peut-être un petit peu plus spécifiquement lié à la jeunesse. Après voilà, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est le décor qui se passe en banlieue, donc quand même ça induit peut-être un débit, un certain amour de la vanne, etc. Mais que ça m'a... ouais, je pense que c'est beaucoup... Et les résultats de la série, ils racontent ça, c'est que c'est regardé à peu près partout, par à peu près toutes les tranches d'âge, même si c'est surtout les plus jeunes qui regardent. Parce qu'il y a un truc assez universel à ce qui t'arrive des anecdotes et à ce que tu prennes du plaisir à le raconter à d'autres. Je pense que ça renvoie quelque chose de la jeunesse. Et puis même pour ceux... parce qu'après, c'est un petit peu comme un livre compliqué, tu n'es pas obligé de t'arrêter à tous les mots parce que tu comprends pas tant que tu comprends le sens de l'épisode. Et pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés... de ce langage-là, je pense qu'il y a un petit peu un truc où ils se sentent espions dans le bon sens du terme, où ça les rend témoins d'un monde auquel ils n'ont pas l'habitude de participer, auquel ils n'ont pas l'habitude de participer. Et du coup, il y a un petit plaisir aussi, je pense, à découvrir un monde quand il n'y a pas accès parce que tu es plus vieux, parce que tu habites dans d'autres typologies de territoire, Ouais. etc. Est-ce que tu as envie, déjà, est-ce qu'il y aura une saison 3 et est-ce que tu auras envie de faire, entre guillemets, évoluer cette série? Il y aura certainement une saison 3. Après, avec moi, tu sais, la saison 2, elle a failli s'annuler 2 semaines avant le tournage. Bref, tout peut arriver. Mais C'est vrai? Ouais, c'était chaud plusieurs fois. Ouais, c'est très chaud. Moi, Pourquoi? Pour des affaires de... Parce que quand on me laisse pas faire ce que je veux, ça m'énerve assez vite. Et vu que je fais de l'art pour faire exactement ce que je veux, sinon j'aurai un travail plus classique. Ça me rend assez têtu. Et n'ayant pas d'ambition, je peux partir à la plage très vite sur un coup de tête. Écoute, j'espère, parce qu'en tout cas, j'ai encore 8 histoires que j'ai envie de raconter. Après, il y aura des évolutions, je pense, parce que ne serait-ce qu'entre la saison 1 et la saison 2, en vrai, il y a pas mal de trucs qui ont évolué. Je sais pas si ça se voit, mais je voulais essayer de pas faire exactement la même chose. Les épisodes, ils sont un petit peu plus longs, les schémas narratifs, ils sont plus nourris. Et puis les lieux aussi sont différents. Ouais, les types de lieux sont différents. Donc, ouais, il y aura une évolution, mais on restera dans la même âme de trucs, quoi. D'accord. Narvalo saison 2, donc il y a une envie, on le voit et on le sent un peu d'humour absurde, quelque chose de déclaré mais contrôlé en même temps. C'est ce qu'on ressent dans le texte et même dans la direction de jeu, non? Je sais pas. Écoute, je sais pas. Moi, je suis un peu habitué à traîner. Enfin, je suis un Narvalo moi-même, je pense, et je suis habitué à traîner. Donc, je sais pas ce qui est du degré de l'absurde ou de la débilité rigolote et volontaire, mais ouais, on navigue un petit peu là-dedans, en tout cas. Ouais. Cette série, c'est vraiment une chronique de la haine ordinaire, comme l'appelait Sonia De Villers sur France Inter. Elle te posait la question alors que tu étais en promo pour la saison 1. Toute la question est là. C'est est-ce que le prisme entre les personnes qui regardent cette interview qui viennent de milieux plutôt privilégiés appelle ça une chronique de la haine ordinaire, alors que pas trop finalement, non? Pour moi, il y a énormément de tendresse dans Narvalo. Oui. C'est une saison tendre. J'essaie de créer des personnages auxquels on a envie de s'attacher, avec lesquels on a envie de traîner. Et c'est certainement d'ailleurs... parce que moi, j'avais l'impression de faire une série pas du tout politique, mais en vrai, là, c'est sur la saison 2 que ça m'est venu, ça. En fait, c'est certainement peut-être ce que j'ai fait de plus politique, parce que, en fait, dans une époque où il y a 60% des Français qui ont envie de voter Front National, de rendre sympathique en fait, des personnages de banlieusards qui ont différentes origines, et puis ça nous ramène quand même à du commun, comme je disais, vis-à-vis des anecdotes qu'on vit, des typologies d'histoires qui nous arrivent. En fait, c'est assez universel. Donc non, pour moi, c'est assez tendre. Je trouve ça tendre pour moi, Narvalo. Oui, alors c'est aussi mon avis. Et j'ai l'impression que ça incarne une note, il y a une note positive là-dedans quand on regarde l'accueil critique qui a été fait et la récupération politique qui en a été faite du film Bac Nord. Qui est maintenant cité par l'extrême droite et la droite comme le film un peu emblématique des quartiers, des banlieues. Ouais, c'est le film le plus raciste des 20 dernières années en France. Voilà, bravo. Et bravo aux acteurs qui lisent pas les scénars. Enfin, c'est inexplicable pour moi. Bref, je crois que c'est le film qui m'a fait le plus parler à voix haute au cinéma. J'ai failli sortir, j'ai fait que des « Oh, mais non, oh, faux, nul, oh !» Et c'est assez effarant. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement bien réalisé que même des gens pas du tout racistes ou pas du tout malveillants peuvent le vivre de manière
agréable, ce qui est assez perturbant. Alors qu'il faut que je le regarde avant d'avoir une critique très précise, il faudrait que je le revoie une fois, mais je crois qu'il n'y a pas un noir ou un arabe qui a un prénom, par exemple, là-dedans. En fait, il y a des trucs flagrants, hein. Ils hypnotisent un jeune arabe en lui faisant écouter du rap, mais pareil, vu que ça part en clip, qu'il y a du Jul, ça fait une scène hyper marrante, alors ce que raconte cette scène est dramatique. Et en fait, le gros problème de Bac Nord, c'est qu'il n'y a que 2 typologies de personnes qui savent ce qui se passe en cité, à part les gens qui naviguent un peu dans différents univers, c'est les policiers, que ça arrange grandement de faire croire que c'est ça la réalité des quartiers. Et l'autre typologie de personnes, c'est les mecs de cité, il n'y aura jamais personne pour leur tendre un micro. Donc c'est dramatique parce que, ouais, effectivement, donc forcément la police, elle va se revendiquer de ça, alors qu'on est quand même à une époque où il y a des gens qui prennent des balles dans le dos en courant ou en faisant un délit de fuite en voiture. Donc crois-moi bien, quand la police elle se fait braquer, ça tire. Enfin, de toute manière, il n'y a aucun ancrage réaliste dans ce film. Il faut savoir aussi que ça se base sur une histoire vraie, qui est l'histoire de la Bac Nord, qui a fini en prison. Ils ont été mis sur écoute pendant des semaines, le dossier il est comme ça. Et au lieu de se référer au dossier, il s'est référé à la bio du policier qui est en prison. Donc c'est éminemment politique ce qu'il fait. Il joue beaucoup le naïf et il joue beaucoup sur le fait de venir de Marseille, mais pour moi on peut faire de la merde d'un endroit qu'on est censé connaître. Voilà, j'ai été à Marseille, j'ai été pécho, ça ressemble pas à ça, je vous le dis tout de suite. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a des gens qui finissent dans des coffres, mais c'est essentiellement des règlements de compte. Bien sûr qu'il y a des violences à Marseille, mais c'est rien à voir avec l'ambiance qui est décrite. Et du coup, ouais, politiquement c'est dramatique, et quand tu vois le journaliste irlandais que déjà que ça vienne d'un Irlandais, alors que ça le concerne pas, et quand tu vois que toute l'équipe, son premier réflexe c'est de se marrer. C'était exactement la question. C'était exactement la question que j'allais te poser après. Moi, j'ai trouvé ça assez interpellant, assez choquant en fait, finalement, c'est dramatique. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de gravissime en fait dans ce que ça illustre politiquement. Et puis surtout que le mec, il a un ton concerné, pas condescendant. Il pose une question assez simple. En plus, il l'aborde avec politesse parce qu'il dit que lui, il a aimé le film, que moi j'ai détesté, et la réaction de l'équipe est affligeante, et puis ce qui lui donne complètement raison, c'est que voilà, derrière ceux qui ont revendiqué ce film, c'est Zemmour, c'est Marine Le Pen. Enfin, voilà, comme prévu, quoi. Du comédien de scène ou humoriste, d'ailleurs tu nous diras s'il y a vraiment une différence là-dedans, du réalisateur, du vidéaste, du rappeur, de l'ami aussi, qui est finalement Mathieu Longatz? Très bonne question. Je suis un peu par rapport à l'art, moi à la base j'aime écrire, et après j'écris des trucs et il n'y a que moi qui peux les interpréter, et j'aime me balader dans le champ de l'écriture, donc par exemple la musique ça finit par me tomber dessus parce que c'est en vrai, si tu regardes bien dans Bonjour Tristesse, j'ai fait 1000 minutes de Bonjour Tristesse, je parle quasi pas de moi. Le spectacle, je parle un peu plus de moi mais via des anecdotes. Narvalo pareil, je parle un petit peu de moi mais via des anecdotes, des trucs déformés, etc. En fait, je suis relativement pudique, même si ça se voit pas du tout, parce que je crie beaucoup en face cam. Et du coup, c'est vrai que la musique, ça me permet de péter une barrière de pudeur à l'écriture et d'écrire d'autres choses, donc ça m'intéresse. Et puis après, en général, voilà, j'écris des trucs et il y a que moi qui peux les interpréter, donc j'apprends dans le domaine en question, mais c'est pas toujours volontaire. Le rap, c'est l'exutoire suprême? Non, parce que il y aura des chansons politiques, etc. Mais en vrai, moi, ça va beaucoup plus être un terrain, justement, comme je te disais, pour parler de trucs plus intimes, de la mélancolie, de l'amour, de la mort. De choses qui me sont plus intimes que tout ce que j'ai exprimé jusqu'ici. Ouais. Je voulais revenir à Sonia De Villers et l'interview qui a été faite sur France Inter. On la salue si elle nous regarde, et sans doute regardera-t-elle cette interview. Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée finalement quand elle dit que le langage utilisé dans Narvalo, je la cite, ne sera jamais celui de la télé, qui ressemble d'ailleurs peut-être plus à Narvalo qu'à elle, finalement, cette télé? Dans l'énergie des gens, dans les discours prononcés, oui, on entend beaucoup de trucs de Narvalo en tout cas. Je sais pas, je pense pas que ce sera un jour le langage de la télé. Après, la télé pourrait peut-être aller chercher un intermédiaire, ou du moins dans les programmes qu'elle propose, aller chercher des typologies de personnes plus différentes. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'ai l'impression que forcément les mêmes personnages, même si admettons ils existaient, qui s'exprimeraient en interview ou sur les plateaux, et ils adapteraient leur langage, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre aussi, que la même personne peut avoir différentes typologies de langage, surtout particulièrement quand on a grandi en banlieue. C'est-à-dire que moi, encore maintenant, à 35 ans, je parle pas pareil en fonction des endroits où je suis, des soirées où je suis, des gens avec qui je suis, et ça fait pas de moi quelqu'un de trouble ou de faux. C'est juste que c'est comme on apprend un peu peut-être plus qu'ailleurs en banlieue à déployer cette capacité d'adaptation sociale. Mais du coup, en tout cas, oui, je pense que le langage globalement, que ce soit un langage banlieusard ou pas, il pourrait être plus proche du peuple sur les plateaux de télé. Ouais. Oui. J'ai beaucoup aimé cette formule sur Emmanuel Macron que tu utilises. Quand tu lui demandes des solutions, il te donne des énigmes. C'est un sentiment partagé selon toi, alors que son entrée en campagne pour sa réélection est toute proche. Est-ce que ça va être mieux qu'avant pour toi ?
Là, après ces élections-là, Ouais. non, ça va être la catastrophe. Sur le papier, ce qui peut nous arriver de mieux, c'est Macron. Et sur le papier, ça devrait être ce qui pourrait nous arriver de pire. C'est dingue de se dire ça. C'est horrible. C'est horrible. Ah non, ça va être dur. Non, mal de vente d'avance, horrible. Et horrible. Et puis même ce à quoi ça amène notre pays, quoi. Vraiment, au bout d'un moment, j'additionne les gens. J'additionne Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, Pécresse, que je classe très vite à l'extrême droite aussi. Je me dis, mais putain, mais qui n'est pas raciste dans ce pays? C'est infernal. Et c'est tellement en décalage. On impose tellement des fictions aux gens. Et c'est tellement en décalage avec leurs préoccupations qui est quand même de pouvoir manger à la fin du mois, d'avoir un petit peu d'air et de pouvoir d'achat. Enfin bref, on impose j'en peux plus de ce système politique, j'en peux plus de la 5ème République aussi. Bref, compliqué, non. Ouais, c'est en gros ce que tu dis au théâtre Le République où tu joues état dégueu en 3 mots. Ouais. Ouais, schématiquement, enfin surtout pour moi le cœur du message dans l'état dégueu. Pardon. Pour moi le cœur du message dans l'état dégueu, c'est surtout c'est-à-dire que ça me fascine et ça a encore été le cas récemment entre les vaccinés et les non vaccinés, mais la facilité avec laquelle les politiques arrivent à nous opposer les uns les autres, alors que moi, ma théorie, c'est un peu que les deux citoyens qui se ressemblent le moins se ressemblent toujours plus qu'un citoyen et un politique. Et du coup, moi, voilà, je crois vraiment à la convergence des luttes et à l'idée que le jour où nous, on met un petit peu de côté nos petites différences, qu'on se concentre sur notre commun et qu'on assimile qu'on se fait baiser à longueur de journée par des politiques qui vivent avec nos impôts et qui font l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus, peut-être que là, on pourra les mettre devant leurs responsabilités et qu'ils pourront se remettre un petit peu à servir le peuple, quoi. J'aimerais te laisser, à contrario de ce que font tous les intervieweurs, te laisser maintenant la parole pour faire, comme on dit, ta promo, te laisser parler de ton rap, Narvalo, ton spectacle et des projets de demain. Alors je suis complètement éclaté en promo, hein, sinon j'en serais pas là les amis. Mais en gros je vais faire le dernier Bonjour Tristesse, c'est prévu, enfin. Ah. Mais bon, j'arrête de faire des promesses parce que normalement je tiens mes promesses et ça fait 3 fois. Mais j'ai bien fait de la pandémie parce que les gens disent t'as arrêté avec Narvalo. Je dis c'est pas le cas, il y a eu la pandémie quand même 2 ans et j'ai pas bac plus 14. Qu'est-ce que je vais vous raconter moi? T'es le Charles Aznavour du coup du spectacle, tu fais tes adieux musical. Et je reviens. Ah mais ouais, mais non, mais en même temps la pandémie vraiment j'ai aucun regret parce que je crois que quoi que j'eût dit entre le mois de mars 2020 et 2021, ça serait avéré faux ou complètement con et ça se voit pas. Mais en vrai j'aime pas tellement me faire prescripteur. J'aime bien développer un propos sincère et subjectif, mais j'aime pas expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, encore moins sur le domaine médical parce que j'ai même pas fait bac S. Du coup je vais plutôt me taire. Mais du coup je vais faire le dernier Bonjour Tristesse. Je vais certainement lancer un nouveau concept sur internet avec un peu de chance la saison 3 comme je te disais et avec toujours le spectacle État dégueu que je joue au République et qui va aussi partir en tournée. Enfin, je le suis, hein, du coup. C'est moi qui le fais aussi, mais à Dijon, à Dijon, à Nantes, bref, dans une dizaine de villes en France. Et après, avec l'album, je vais essayer de créer un peu un rendez-vous en faisant 12 clips, un clip par mois pendant 1 an, ce qui me posera un petit peu les bases de ce que je vais faire dans la musique. Et après, je pense que je vais continuer à faire de la musique, vu que ça me plaît et que je fais essentiellement les trucs parce que ça me plaît. Donc voilà, le spectacle, je pense que je vais le jouer encore une petite année. La musique, ça va prendre un peu plus de place et j'espère la saison 3 de Narvalo aussi, si on m'énerve pas trop. Et on te souhaite bonne chance et je te remercie personnellement d'œuvrer aussi profondément pour des choses en lesquelles tu crois vraiment. C'est trop gentil et merci pour l'interview et la bienveillance et bravo pour ton rôle dans Narvalo aussi. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie, merci à toi.